Bonsoir à tous. C'est un plaisir de voir beaucoup de monde et d'avoir entre nous Manel Aires Mateus. De présenter Manel comme c'est un grand architecte portugais de ma génération. Il est venu faire la critique dans le laboratoire de sauvegarde. Il était très sympa de venir et de faire cette conférence. Merci Manel. Alors je présente Manel, est né en 1963 à Lisbonne. Son père est architecte. Je pense qu'il n'a pas travaillé beaucoup, mais dès tout de suite, Manel, avec 13 ans, il a commencé à travailler avec Gonçalo Birne dans son bureau. Alors on était pratiquement après la Révolution. La Révolution au Portugal, c'est en 74. Manel est né en 63, alors en 76, il a commencé à travailler à Lisbonne chez le bureau de Gonçalo Birne. Et à cette époque, il n'y avait pas tellement de travail. Peu à peu, le postmodernisme s'est établi à Lisbonne. Il y avait l'école du Porto, surtout avec Overseas, des très bonnes œuvres au Porto. Et à Lisbonne, il y avait une certaine résistance avec Gonçalo Birne, Vítor Figueiredo, d'autres architectes de Lisbonne, Manuel Teinha. Mais quand même, qu'est-ce qui partait dehors et qui était connu d'ailleurs, c'était l'école du Porto et surtout l'architecture de Alvercise. Et toujours, Manel, à travers de Gonçalo, tout ce parcours entre dans son bureau. Il a travaillé beaucoup d'années chez Gonçalo, je pense peut-être 15 ans. Après son frère aussi, son deux frères plus jeunes, 2 années aussi, il a entré dans son bureau. Ils ont fait un grand parcours entre, et beaucoup de projets de Gonçalo Birne, c'est avec Manel qui était le plus vieux de ce bureau. J'ai eu la chance de connaître Gonçalo Birne en 93 à travers de Manel, qui m'a invité pour partager ce travail un peu de résistance. On était en plan, le postmodernisme, c'était à Lisbonne. Les influences, c'était Peter Eisman, Michael Graves, c'était le vrai postmodernisme. Et l'école du Porto, c'était surtout une résistance du modernisme, de faire comment... et surtout ancré dans l'architecture d'Alvercise. Et après, on sait l'histoire un peu du Porto, Eduardo Sotomoura. Après, on comprend aussi à travers de Tavro, Carlos Ramos. Mais il n'y avait pas une vraie identité à Lisbonne d'une architecture moderne, avec de force, avec Et c'est un peu ce parcours de Manel, à travers de Birne. Et dès de tout jeune, il a poursuivi cette identité à lui, avec son frère, et je pense qu'il, pour mon âge, pour mon génération, c'est le plus talentueux architecte portugais du moment. Il a gagné tous les prix au Portugal. Il commence à gagner aussi des prix à l'étranger. Il est, comment dire... Du bon sens, il est très compétitif, il veut se dépasser toujours, il veut toujours trouver une nouvelle forme de s'exprimer, de se dépasser. Il s'exprime toujours avec des idées très fortes, très claires. Et j'ai eu la chance de donner des cours ensemble et ce rapport s'établit parce que je suis parfois dans les antipodes, je fais un parcours complètement envers, non? Mais on se respecte beaucoup et c'est pour ça que j'ai invité Manel. Il nous a aidés, si les élèves ils étaient un peu coincés, et je pense qu'il a aidé beaucoup cet après-midi avec ses critiques, parce qu'il a été très, comment on dit, précis dans les critiques et qu'il a débloqué un peu toute la classe. Merci Manel. Vas-y.
Bonsoir à tous. Merci Jean-Pierre. Je commence seulement avec 2 mots. Je suis très content d'être ici, d'être à Lausanne. Maintenant, Lausanne, c'est une de mes villes préférées au monde, comme vous pouvez imaginer. Mais je suis très content d'être ici. Ça a été programmé il y a déjà longtemps, cette critique et cette petite intervention qu'on attendait beaucoup plus modeste, pour le dire. Mais après, avec la chance du concours du pôle muséal, ça a un petit peu changé même notre relation avec la ville de Lausanne. Je suis ici invité par Franz Graft dans sa spécialité de comment on dit, surveillance, non, sauvegarde, et aussi avec Jean-Pierre. Alors, pour vous dire honnêtement, ce qu'on va parler aujourd'hui, ça a une relation avec, parce que c'était ça qu'on s'est dit d'accord. Et bien sûr, je terminerai avec présenter le projet du pôle muséal. Ça, c'est aussi, bien sûr. Mais les autres projets, ils sont orientés dans ce sens, des projets qui sont dans des situations déjà qu'on sait, des problèmes, des préexistences, des projets qui sont quelquefois surtout en construction. Alors, ils ne sont pas normalement pas finis, ils sont des projets en construction. Bon, je commence. Je présente seulement aussi 3 images d'un travail que ce n'est pas à nous, sur ces images-là. Je présente ces 3 images parce que ces 2-là, c'est un travail de Diogo Patricia, aussi fait avec Byrne. Mais je vous présente ici les images parce que c'était un architecte que devrait être ici à enseigner, et par sa santé, il ne peut pas être. Mais ils sont 2 architectes très talentueux, et je crois qu'ils méritent bien dire qu'ils ne sont pas là, malheureusement, par la santé de Diogo. Bon, je commence maintenant avec les projets du bureau, et je commence avec Orkbas. Alors, Orkbas, il est un endroit mythique pour nous à cause de cette grande construction. Sur cette grande construction, il y a beaucoup d'interventions de Jean-Pierre. Même cet extérieur-là a été une transformation très importante qui a été amenée au convent. Mais surtout, il y a aussi des grandes transformations à l'intérieur que je ne vais pas vous montrer. Mais cette construction de Cister, il est très important, et il a surtout un espace incroyable, c'est cette cuisine qui est une influence très importante pour l'architecture portugaise. Tous les architectes portugais ont, d'une façon ou d'autre, une référence à cette grande cuisine du convent de Orkbas. Nous, on a fait une maison tout près du convent, mais vraiment proche du convent. Et le projet s'était mis en 2 côtés. Alors, c'était là, vous voyez la maison là en haut. On n'a pas le rouge là, mais peu importe. Vous voyez là, et l'autre côté, qu'on peut un petit peu regarder comme une sorte de topographie. Et nous, la première décision qu'on a mise pour le projet, c'était qu'on ne voulait pas vraiment changer ce qui était central dans cet endroit. Alors on a décidé, ça on va le voir comme une topographie. Ici, on va faire une intervention avec le même volume et en conservant l'aspect de la maison. L'endroit, c'est entre les 2 fleuves, et très proche de cet endroit entre les fleuves, les petits fleuves, c'est vraiment des petits fleuves, mais entre les fleuves, il a une bibliothèque publique. Alors, on avait aussi ce problème, ce contrainte de dire qu'il faut d'une certaine façon protéger les habitants de la maison de
de cette proximité à cette zone publique. L'idée a été, alors vous voyez, c'était faire cette espèce de topographie, que vous la voyez ici, la récupération de la maison. Et cette topographie, on l'appelle topographie aussi parce qu'il n'est pas accessible. On ne peut pas y venir ici. On peut passer par là, vous voyez, sous le noir. On peut entrer dans l'épaisseur du mur, on peut aller jusqu'au jardin, mais on ne peut pas venir ici. On ne voulait pas faire un balcon, on voulait avoir une approche que c'est comme une sorte de topographie. Vous voyez aussi qu'il y en a cet étage, vous allez voir, il est très régulier, et après, il a, sur cette régularité, sont ouverts ces trous, ces grands trous, ces patios qui font les ouvertures, mais en même temps, ils font aussi la protection par rapport à la bibliothèque de l'autre côté du fleuve. Vous voyez ici, la partie blanche, ici, là, ici, la partie noire, et on peut toucher l'escalier et aller sur le jardin. Ici, c'est le jardin, le petit fleuve ici, et ici, c'est la partie extérieure de la bibliothèque. La section, vous allez voir, la maison, il y a deux côtés comme programme. Il y a un côté très banal, salle à manger, cuisine, chambre, rez-de-chaussée. Et après, il y a un côté un petit peu plus ludique dans la verticale. Dans la verticale, il y a un programme plus personnel pour le propriétaire. Alors, il ne savait pas vraiment bien qu'est-ce qu'il voulait, mais on a fait un grand trou vertical, une grande verticalité sur cet espace de la maison récupérée. On a mis là, fermé, sous le noir, vous voyez, c'est la chambre des invités. Et au-dessus de ça, il a un espace de travail. Et l'autre côté, on voit la salle de bain de cet étage. La représentation en blanc et noir, c'est-à-dire que le blanc est représenté l'espace qui continue l'espace de la salle. En noir, ils sont les espaces qui sont complètement fermés. Le type de la maison, la définition de l'espace de la maison, elle est donnée dans les escaliers parce qu'il y a un escalier fermé sur un escalier ouvert. On commence par le dernier étage. Vous voyez, la bibliothèque, c'est complètement ouvert. L'escalier qui monte, mais fermé. Et la salle de bain et le couloir, qui c'est aussi fermé de ce côté et ouvert de l'autre côté. En bas, la chambre des invités. Ici, une escale ouverte avec l'autre fermée au-dessus de celle-là. La petit escalier mis dans l'épaisseur du mur pour aller du parking au jardin. Et en bas, vous voyez cette régularité. Alors, la salle à manger, cuisine, les chambres et la façon d'ouvrir avec ces patios qui ouvrent et en même temps font la protection des espaces, avec le petit escalier que vous voyez qui arrive au jardin. Alors ça, cette image, maintenant le fleuve, il a continué. Maintenant là, on a récupéré le mur jusqu'à le mur ancien. On a gardé le volume et la topographie de l'autre côté. Ça, c'est l'idée de la verticalité importante de la maison. Et ça, c'est l'escalier ouvert sur l'escalier fermé dans la verticalité. Vous voyez ici un escalier sur l'autre et on comprend très bien cette idée de topographie, cette idée d'horizontalité et la verticalité avec la lumière. Ça, c'est la définition de l'espace de la maison. C'est cette image qui nous donne vraiment cette idée d'avoir toujours des limites. Alors, toujours, la géométrie, elle est comme une géométrie de points qui ne se touchent pas. Alors, qui se touchent seulement. Ce n'est pas qui ne se touchent pas. Qui se touchent, comme vous voyez, par exemple, dans cet angle-là. Ou dans l'autre angle là. Ici, c'est le passage de la salle à la salle à manger. Et au-dessous, sur cette arche-là, il existe le petit escalier qui va du parking au jardin.
de la vision de l'autre côté, cette idée de protection toujours des espaces. Ça, c'est le point où on descend les escaliers. On voyait ici le point. Et ici, c'est pour vous montrer dans cette photo cette grande ouverture, alors cette grande transparence qu'il y a dans le bâtiment, même si on a ce sens de protection fait par ces murs-là. Alors, c'est la vieille maison avec toutes les pierres qu'on a conservées, et après, les ouvertures qui ont été mises avec une grande liberté. Un petit peu plus loin. C'est l'autre maison. Cette autre maison, c'est une maison qu'on est en train de commencer la construction. On est en train de finir le projet d'exécution. Et c'est une maison à Barreiro. Alors, Barreiro, il est le côté sud. Alors, il est de l'autre côté du fleuve par rapport à Lisbonne. Et c'est un bâtiment très industriel. Ici, déjà démoli, la moitié. L'autre moitié encore pas démolie, mais beaucoup détruit. Nous, sur ce projet-là, ce qu'on est vraiment intéressé, c'est de trouver l'espace comme en tout et dire que bon, il aura plus ou moins 20 par 20 mètres, ce grand espace. L'idée, c'est de conserver l'histoire du bâtiment à l'extérieur. Alors, on va le laisser, bon, pas le laisser comme ça, mais pratiquement le laisser comme ça. On va laisser cet aspect du temps sur le bâtiment et on va vider complètement parce qu'il n'y a pas aucune structure possible à l'intérieur et on va travailler à l'intérieur dans un blanc complètement obsessif. Alors, c'est-à-dire qu'on va faire le contraste entre l'histoire du bâtiment dans les murs par l'extérieur et une obsession de blanc à l'intérieur. C'est ça. Alors, on aura les murs extérieurs, après on aura une construction centrale avec des petits vides que font comme des petits filtres jusqu'à les fenêtres. Alors c'était très vitré, et après ils sont les fenêtres existantes qui font la relation avec l'extérieur. Alors les deux patios très verticaux, des escaliers qui nous permettent de monter jusqu'à un haut. De cette hauteur supérieure, on peut voir directement le fleuve. Et ça, c'est une vue très intéressante. Après, il y a une compression là que vous voyez, que c'est en continuation. Cette compression, ça fait la piscine. Il y a un autre plus petit là, qui c'est pour faire un feu extérieur. L'explication de la maison, elle est très simple. C'est une famille. Les maisons à Lisbonne, au Portugal, vous savez, mais ils sont incroyablement grands. C'est même d'une disproportion incroyable. Ça, c'est pour une famille que, quand ils ont commandé la maison, ils n'avaient pas ni même des fils. Heureusement, ils ont un maintenant, et un chien. Mais vous allez voir que c'est un programme incroyablement généreux pour une famille comme celle-là. Et vous voyez ici, alors qu'est-ce qu'on a? On a l'endroit pour mettre la voiture en grande salle. La partie plus importante, c'est la double hauteur qu'on a au centre, une cuisine et un petit bâtiment archétypique là au centre. Alors, l'espace central, c'est ce grand volume là, l'espace archétypique, les deux escaliers, la transparence et après le filtre des murs existants. Dans le premier étage, on monte, on a un couloir. Et après, il y a la chambre principale sur ce côté-là. Salle de bain, chambre principale et petite salle. Et ici, il y a 3 chambres de ce côté-là. L'espace central, alors les escaliers extérieurs, elles continuent. On peut aussi se lier par le balcon à l'escalier extérieur. Et on monte, sous la double hauteur, on a l'espace de la piscine. Elle apparaît comme une grande baleine dans l'espace. Alors, elle a une interférence avec l'espace de la double hauteur. Vous voyez ici, maintenant, le plan de couverture. Alors, l'idée pour l'extérieur, c'est conserver l'histoire des façades. La section, vous voyez la compression sous la double hauteur, et il y a un dialogue entre la grande baleine
et le petit archétype de la maison à l'intérieur. Et après, les 2 volumes des escaliers. Alors, la maquette, c'est une grande maquette, elle représente un petit peu la partie moins parfaite de l'extérieur, et après, cette perfection du blanche qu'on veut avoir à l'intérieur. Vous voyez la piscine, cette compression devient après représentée dans le double hauteur à l'intérieur. Alors ça, par ça. Et ça, c'est l'image, ce qu'on veut vraiment faire dans cet espace de cette maison. Vous voyez ce dialogue-là entre les différents volumes. Ça, c'est notre maison que j'amène. Et elle n'est pas vraiment une remodulation. Elle est nouveau, mais elle est dans le centre de la ville. Dans une rue, et cette façade, elle est vraiment protégée. Alors, on a eu des problèmes, des négociations très difficiles avec les autorités de sauvegarde pour faire quelque chose de complètement nouveau dans cette façade. Mais cet endroit-là, il est un endroit magnifique à Lisbonne. Parce que c'est sur une des lignes, c'est un des points Strela, c'est un des points plus hauts de la ville. Et il a une vision, pour ce côté-là, il voit la ville et le fleuve. Dans l'autre côté, elle est directement en face de la plus importante église baroque de Lisbonne. C'est une église extraordinaire, là, vraiment devant. Et en même temps, elle regarde aussi un grand jardin. Mais c'est l'église et la distance qui nous a vraiment intéressés. Nous, on a proposé une maison neuve qui a un programme assez bizarre parce que c'est une famille avec 3 enfants qui ont plus ou moins 20 ans, 22 ans, votre âge, plus ou moins, et qui veut vraiment avoir... c'est une famille qui a la connaissance de la vie, je crois. Comme ça, elle veut vraiment avoir des circuits indépendants pour les enfants et pour eux-mêmes. Alors, cette maison, elle a un circuit intérieur qui unifie la vie de la famille, mais en même temps, il y a un circuit extérieur. Alors, sur les escaliers intérieurs, il y a toujours un circuit extérieur qui permet de vivre la maison par l'extérieur. Alors, ça veut dire que les enfants ils peuvent arriver à 4 heures du matin avec les amis, monter par les escaliers extérieurs, aller directement aux chambres, faire les fêtes sur la toiture, n'importe quoi. Alors, et peut avoir cette sorte d'indépendance. La maison, elle est verticale, elle est mise dans la verticale. Et vous voyez ici, alors on entre, ça c'est l'étage de l'entrée. Alors on entre, c'est là le garage ici, l'entrée. Garage, il n'est pas intérieur, il est extérieur. Et ça veut dire que ce premier escalier-là fait partie du circuit extérieur. L'autre escalier-là, qui entre de l'entrée, qui part dans le circuit intérieur. Après, ça, ce n'est pas l'étage du jardin, et ça, c'est seulement des services de la maison. Quand on arrive au premier étage, par l'extérieur de ce côté-là, par l'intérieur de ce côté-là, on arrive à la salle, à la grande salle, et à une cuisine un petit peu aussi hors d'échelle, et il a une complète transparence. Jardin, rue. On continue par là, et on arrive à l'étage des parents. Alors, grande chambre des parents, salle de bain des parents en noir ici, et après ici, c'est pour les invités, ce côté-là, et on continue. Par l'extérieur ou par l'intérieur, on arrive à la zone des chambres des enfants. Dans ce côté-là, on passe à l'intérieur, de l'autre côté, on passe à l'extérieur. Il y en a une salle en chambre, une salle de bain pour chacun des enfants. On continue de la même façon, intérieur ou extérieur, et on arrive à la salle des enfants. La salle des enfants, c'est une grande salle qui a la compression de la piscine de l'étage supérieur, un petit peu la même chose de l'autre, mais plus subtile, qui dessine là l'espace, qui fait une sorte de définition de l'espace, et surtout, les ouvertures sont faites pour vraiment regarder
de ce côté-là, côté rue, il regarde la cathédrale, de l'autre côté, il regarde la ligne de la ville et au fond, le fleuve. Si on monte, on arrive au toit. Au toit, on a fait vraiment un toit banal, de la même façon que tous les toits de la ville. Et après, on a fait passer en canyon, on sait pas. On a croisé ça avec ça pour faire vraiment l'ouverture. Vous voyez cette ouverture, c'est l'ouverture qui continue après dans la façade et qui fait le toit. Et après, on a au centre la piscine. C'est ça les façades, façade rue en haut, façade sur le jardin en bas, mais c'est vraiment le dessin d'une façade qui représente une relation directe avec l'église baroque. C'était surtout ça qui a été important de négocier. Vous voyez les circuits, alors ça c'est l'entrée. Alors vous voyez le niveau jardin un petit peu dans le niveau salle. Dans la chambre, ici on a cette double hauteur. La chambre, on a voulu avoir une certaine protection pour la chambre principale pour voir seulement le jardin. Et après, niveau enfant, niveau salle des enfants et le niveau de la toiture. Vous le voyez là. Alors, ça, cette idée de protection, cette ouverture, c'est très clair. Les enfants, la salle des enfants, après le toit avec l'ouverture du toit. Vous voyez la maquette. Ça, c'est le côté rue. Et cette transparence très grande dans la salle et dans le niveau des enfants. Et ça, c'est le côté jardin. Vous voyez, c'est double hauteur qui protège un petit peu, mettre en relation l'espace des chambres principales et de la salle. La maison, elle est intégralement construite en béton très brut, comme vous le voyez. Elle est finie. Elle est même matériel extérieur et intérieur. Et après, elle sera finie seulement avec du bois naturel. Alors, on aura sur cette maison-là seulement bois naturel et le béton naturel. Vous voyez de la salle la relation avec la cathédrale, c'est très évident. Je m'excuse, ils sont des photos faites par téléphone dans le chantier. Mais on voit bien qu'est-ce que ça va donner. Ça, c'est le côté jardin, en construction, vraiment, encore humide, le béton. Ça, c'est un des espaces à double hauteur, alors ça veut dire c'est la partie du couloir extérieur qui passe au niveau des enfants. Vous voyez, il a cette double hauteur, là. Ça, c'est la vision sur l'autre côté de la ville et le fleuve. Après la compression du béton de la piscine, ça, on était en train de terminer le toit, l'ouverture du toit. Et ici, la piscine qui va être comme une sorte de vase chinois au centre de l'espace, avec cette ouverture sur le fleuve. Maintenant, je passe à une autre échelle. Ça, c'est la nouvelle école d'architecture à Tournai. Ça a été en concours l'année passée, quelque chose comme ça. Et maintenant, on est en construction. C'était un processus très, très rapide, concession, construction, directement en chantier. Mais c'est une thématique intéressante parce que c'est passer une école d'architecture de l'extérieur de la ville au centre-ville. Ils avaient surtout cette idée d'habiter la ville comme école d'architecture. Alors ça a été la chose qui nous a plus motivés. L'école, par rapport à cette photo, que c'est le centre vraiment, l'église, le centre, elle est plus ou moins là, dans cette zone-là, très proche du centre-ville. Mais le centre-ville nous a intéressés surtout par deux conditions particulières. Une, c'est cette capacité de faire des espaces publics, des espaces extérieurs très bien définis,
même s'ils sont faits par des éléments très différents, comme ici, si c'est devant la cathédrale, ils sont 3 éléments très différents, mais qui font un espace vraiment clair et bien défini. Ça a été pour nous très intéressant. Et l'autre côté, c'est ce côté fantastique d'une ville médiévale, c'est la surprise. Le changement d'échelle et la surprise qu'on peut passer d'un endroit à l'autre dans la ville. Notre réponse à ce concours a été très directe. Il était très ouvert, le concours, les possibilités du concours étaient très très ouvertes, et ça, c'est la zone du concours. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Bon, on était obligé de garder, vous voyez là en haut, le vieux monastère qui doit se conserver comme direction de l'école. Ça, c'était mandataire, c'était pas pour discuter, c'était sauvegardé. Mais nous, on a décidé, et ça c'est une perspective du concours, c'était notre première approche au projet, on a décidé de garder les grands espaces industriels. Vous voyez ici les 2 grands espaces industriels et dire que ce qu'on faisait, c'est la liaison entre tous les 3 éléments. Alors, nous, on a dessiné un élément qui fait la liaison physique, soit dans la verticale, soit dans l'horizontale, et en même temps, cet élément dessine avec les autres éléments préexistants tous les rapports avec les espaces extérieurs. Par exemple, au centre, vous voyez le cortile d'entrée. Ici, dans cet angle-là, c'est l'entrée de service de l'école, le patio central de l'école, et après, bon, maintenant, on faisait aussi la liaison à l'autre côté, à l'autre rue. Alors, notre idée, c'est de dire qu'on n'avait pas assez d'argent, c'était très court, l'argent qu'il avait pour faire l'école, et nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on va se concentrer sur 2 espaces. Un grand hall, parce que c'est l'espace d'union de tous une école. Et on a dit, on garde les préexistences pour les ateliers, pour les classes, et on fait un grand hall où tout le monde doit se trouver. On fait le nouveau auditoire, et on fait rien d'autre. Et on fait seulement ce bâtiment qui, ensemble avec les autres, dessine soit le parcours, soit la façon d'habiter l'école, soit les espaces extérieurs. Vous voyez ici l'élément final qui est très étrange. Ça, c'est ce qu'on est en train de construire. Mais vous voyez qu'il n'a pas vraiment de sens par rapport isolé, et il a seulement un sens quand il est mis dans son contexte. Ça, on revient sur le dessin du concours. On a cette idée de faire une sorte d'hommage à l'architecture, à des citations d'une sorte d'image archétypale pour dessiner l'entrée du projet. On a imaginé qu'on n'avait pas d'argent pour construire avec cette qualité, ni même avec la pierre bleue. Alors on a dit, on fait tout dans le même matériel, on fait tout dans cette, comment on dit, cette stucco, non, enduit, merci, enduit béton. C'est une sorte d'enduit béton extérieur, intérieur, c'est seulement en matériel, mais c'est un matériel que met en évidence les autres matériels. Alors on a dit, on va gagner de la qualité pour notre matériel et on va donner de la qualité à les autres matériels, mais on n'a pas d'argent pour continuer l'autre matérialité. Et c'est un dialogue qui après, on est à ce moment-là à faire des échantillons, mais qu'on est content avec cette décision. Après la maquette, ça a devenu un petit peu plus pointu, plus précis, même la façon comme la géométrie a été précisée pour l'entrée. Ça, c'est une entrée soit à l'intérieur, soit à la cour centrale de l'école. Ça a été aussi une perspective du concours. Dans le concours, on avait l'idée d'avoir un grand vide habité par des volumes. Ça a évolué, ça a changé complètement. Ce qu'on a maintenant, c'est un vide parfait, continuer à des vides négatifs archétypales dans l'épaisseur des murs. Alors on a continué ce même jeu, le négatif de ce jeu. Alors on a dit, ce qui continue, c'est des vides archétypales
dans l'épaisseur des murs. Vous voyez ici, là c'est l'intérieur, mais ça a des grands murs, et c'est à l'intérieur de ces grands murs qu'on dessine les espaces. Et ça c'est le passage aussi important. Il y a des liaisons entre tous les niveaux. Et ici, c'est une vision du patio. Alors, on a une grande transparence sur le foyer. On voit aussi ce petit espace-là, que c'est important parce qu'il est parti, il y a un couloir qui passe là en haut, qui seulement de ce point-là regarde le patio et en même temps regarde le forum au centre. Et là, en haut, on a dessiné en terrasse, parce que cette terrasse-là, on a une vision très belle de la cathédrale. J'irai très rapidement sur les plans, je ne vais pas vous expliquer. Vous pouvez voir qu'on a gardé les trois éléments. Et ce qu'on a dessiné, c'est ce grand vide central avec les murs sur lesquels on travaille. Et on a fait aussi la liaison à cette petite rue-là. Ici, vous voyez que l'autre chose qu'on a fait, c'est l'auditoire. Et là, on a une autre chose, c'est on a toujours un jeu de lumière et on a aussi une idée que de tous les niveaux, il faut aussi voir le forum. C'est pour nous important que le forum, il n'est pas possible d'éviter. Alors, si on passe dans le niveau rez-de-chaussée, c'est sûr, mais après, si on passe dans le couloir, on regarde de nouveau. Et même si on passe, si on traverse ici dans la liaison au 3e étage, on regarde le forum. Alors là, le forum, c'est toujours la référence de l'espace du projet. Vous voyez ici, là, ça c'est le couloir, vous voyez là, en haut, c'est l'autre mur du forum. Vous voyez qu'il regarde dans le coin sous l'extérieur et il regarde en même temps au centre dans le forum. Et après, il continue et il regarde de nouveau aux limites sur le forum. Et après, il y a toujours cette idée des espaces négatifs qui sont dessinés dans ces murs. Alors on a toujours la sensation d'avoir un espace pur et après des archétypes négatifs dans les murs. Après, on continue à monter. Il a seulement la liaison là qui regarde de nouveau le forum. Vous voyez qu'il a cette idée de dessiner l'épaisseur des murs. Vous le voyez ici. Et on a dessiné cet escalier. Ça a été le fire department, comment on dit ça en français, c'est les pompiers. Les pompiers, on avait un escalier, c'est banal, et les pompiers nous ont demandé de faire un escalier un petit peu plus large. Ils avaient des problèmes de sécurité. Nous, on a dit qu'on ne voulait pas faire un escalier un petit peu plus large, et on a fait un escalier à l'intérieur de l'autre, et une c'est pour les stresser, non? Et l'autre pour les relasser. Alors, on arrive du même point au même point, mais plus doucement ou plus rapidement. Et on a dessiné ça, et ça a passé. Ça, c'est le grand... Et maintenant, vous voyez, c'est le chantier. On est déjà en chantier. Vous voyez, plus ou moins, il a ces grandes dimensions. Et ce qu'on est intéressé, c'est à faire seulement un vide entre ces bâtiments. Alors, vous voyez, si c'était là, on va faire seulement un vide à l'intérieur de ces bâtiments. Alors, vous voyez, et après, on est intéressé à dialoguer avec les petits shells qui se entourent, mais surtout, vous voyez ici, c'est l'idée de dessiner un espace qui met en relation la préexistence, parce que dans un projet, il faut toujours donner la force à la préexistence pour prendre de la préexistence la force pour notre projet. Fait un autre projet, c'est Coimbra. Coimbra, c'est une histoire pour nous très intéressante. Je dois dire que dans ma vie, c'est la première fois que je présente ce projet. C'est un concours qu'on a gagné là, je ne me rappelle pas bien, c'est 13 ou 14 ans. C'était la rénovation d'un convent, qui a été un convent de la fondation du XVe siècle, qui a des pièces du VIe siècle, XVIIe siècle, XVIIe, jusqu'à maintenant. Bon. Vous pouvez imaginer. Mais il a commencé au XVe siècle. C'est un convent en la partie haut de Coimbra. Vous voyez, là, c'est le terrasse principale de Coimbra, de l'université, là. Et c'est le convent ici, qui était vraiment ici. Ça, c'est pas quand on a fait le concours, mais c'était un concours qui, après, on a
d'où négocier, bien sûr, et bien, avec toutes les autorités. Ça a duré beaucoup de temps, et ça, on a eu après des problèmes économiques, bien, au Portugal, vous connaissez, alors problèmes économiques. Le temps, il a travaillé beaucoup dans ce projet. Mais pour nous, nous a beaucoup aidé dans notre stratégie. Parce que nous, du moment qu'on a présenté au projet, on a dit, ce qui nous intéresse sur ce projet, on ne veut pas choisir en temps précis, parce que c'était dans le cahier des charges, vous devrez choisir, si vous voulez, le 17e ou le 18e. Nous, on a dit non, on n'est pas intéressé à ça. Ce qu'on va faire comme stratégie, on va dire qu'on va conserver tous les éléments qui sont à la compression. Parce que la compression, c'est la force de l'éternel, c'est la force qui résiste. Et ce qu'on va changer, c'est ce qui est à la traction. Et pendant toutes ces années qu'on a attendu, vraiment, les éléments en compression, vous pouvez imaginer, le cloître central, l'église, les grands murs sont conservés et tout le reste a tombé. Alors, le projet, il s'est construit à soi-même dans le temps. Mais la stratégie a été très simple, c'est-à-dire que c'est les forces c'est les forces de la construction qui doivent dire qu'est-ce qu'il faut conserver et qu'est-ce qui a été dessiné et bâti pour un temps beaucoup plus court. Alors, ici, ils avaient déjà passé quelques années. Vous pouvez voir déjà qu'il y avait des parties déjà tombées qui ont laissé seulement les murs. Vous voyez, là. Et la stratégie, là, elle est vraiment facile. Ça, c'était une phase quand on a commencé le chantier. On a fait une conservation très rapide des murs parce qu'ils étaient vraiment même en danger. Après, vous voyez, on a vidé dans les zones qui n'avaient rien, alors des zones qui étaient seulement des structures en bois, alors en traction, ils ont tout tombé. Alors on a vidé les structures, et ça, c'est le projet. Alors, on conserve l'église, là, on conserve le cloître central, on conserve les grands murs, et on amène une nouvelle structure de traction. Alors on dit que nous, on va bâtir pour une époque, et après, ce qui était éternel va continuer, ce qu'on a fait nous maintenant va tomber, et quelqu'un d'autre va continuer la stratégie. Alors la couverture, on a décidé aussi, après à la fin, d'amener la pierre, et toute la couverture, elle sera faite en pierre. Ça, c'est le plan de niveau supérieur. Vous pouvez voir qu'il y a les grands murs, et après il y a une box centrale. Cette boîte centrale, elle est attaquée, supportée par les fenêtres. Alors on a des éléments qui sortent vers les fenêtres, qui supportent cette structure en traction, c'est du métal. Il est là, il est toujours séparé des murs préexistants. Alors il y a une lumière qui entre par le toit et qui continue tout l'espace. Et après, ça continue. Au-dessus du cloître, il y a encore un étage qu'on est en train de construire, aussi séparé de la structure du cloître. Et ici, c'est l'église qu'on a fait surtout un travail de récupération. En bas, vous voyez, c'est ça. Alors, ce qu'on va voir, c'est un espace à cet étage-là. On voit un espace avec cette boîte suspendue et avec la lumière qui descend par les murs de chaque côté. Vous voyez là, l'église qui est conservée et le cloître à ce niveau-là qui est aussi conservé. En bas, c'est seulement de la conservation. Alors ça, on fait une restauration des éléments existants. C'est la pierre, là, alors c'est conservation. Vous voyez ici, alors l'église, en travail de conservation, et ici, vous voyez les grands murs existants. On a mis sur les grands murs les circulations dedans, les grands murs. On a travaillé ces épaisseurs des grands murs, mais après, vous voyez les boîtes qui sont là, suspendues, qui font l'étage supérieur. Et à l'étage inférieur, on a cet espace avec ces boîtes suspendues et la lumière qui va descendre
par l'élément. Ici, l'autre section, sous le cloître, alors la même stratégie ici, et là, sur le cloître, il a encore un petit étage mis en haut avec une bibliothèque. Après, on descend en constructif qui nous intéresse parce que c'est un dessin toujours évolutif qui en change tous les jours. Parce que tous les jours, on travaille beaucoup avec la réalité. Alors, on a une réaction sémanale au avancement du chantier. On trouve des choses, on découvre d'autres éléments intéressants à intégrer. Et ça, c'est un travail très, très, très riche. Alors, ça a été l'état du début qu'on a trouvé quand on a commencé le projet, la construction. Ça a été le début de la conservation. Vous voyez ici déjà les travaux de conservation dans le moment qu'on est maintenant. Alors, c'est des gens qui conservent la pierre, des gens qui conservent les éléments, tous les éléments qui sont possibles, intéressants de conserver, ils sont en train d'être conservés. On a fait un travail très intéressant de numérer toutes les pierres pour ce qui était creusé. Alors on a refait avec un travail d'ordinateur, rénumérer les pierres pour les mettre dans la position originale. Vous voyez, même s'il y a des détails, même si on a des choses plus petites, qu'on a la possibilité de conserver, c'est intéressant. Il faut aussi garder tous les mémoires et tous les temps dans le bâtiment. Ça, c'est déjà avec la structure métallique en eau. Alors, cette idée de ça, que c'était la structure de l'éternel, et l'autre, une structure pour un moment, pour notre moment, sur cette structure-là, qui était bien sûr éternelle. Vous voyez ici une image déformée du balcon, mais vous voyez ici le vide, le grand vide, quand était le début, quand on a fait la moitié, toute l'archéologie, qu'on a fini l'archéologie du bâtiment, qu'on a commencé à construire. Après, vous voyez ici la structure, cette structure métallique suspendue. Alors, ce moment qu'on dit, cette structure qu'on dit qui va résister quelque temps, mais pas éternelle. Après, elle continue et elle est plus ou moins dans cet état à ce moment-là. Alors, la façade, la façon comme on va terminer la façade, cette façade-là, elle est déjà terminée, et cette idée de, à la fin, terminer tout le volume en pierre naturelle. Bon, je termine avec le projet de Lausanne. Un moment, je sais pas, ça me manque. Alors, à Lausanne, il s'agit d'une possibilité vraiment unique. Elle est vraiment unique par sa condition d'un programme unique, parce que nous, vous savez, on a les grands programmes, ils sont peut-être les programmes religieux ou les programmes des musées. Ce sont les grands programmes pour nous. Ici, il s'agit d'un programme même spécial, parce qu'il ne s'agit pas d'un musée, mais de deux musées. Et ça fait une grande différence, parce qu'on peut travailler sur un projet de deux musées, un musée plus un autre musée, où on peut vraiment prendre cette hypothèse unique et essayer de renforcer cette combination dans le projet. La première réaction qu'on a eue sur le lieu, c'était de dire on voulait vraiment se mettre d'une façon discrète. Pas discret, non, c'est pas vrai. On ne voulait pas être discret, on ne veut jamais être discret. Mais on voulait se mettre bien, s'appuyer bien, ça continuait bien la topographie et s'intégrer dans la volumétrie générale qu'on pouvait trouver dans la zone. On a fait, vous voyez là en haut, cette partie qui est couverte en vert, qui va continuer les jardins de toute la zone résidentielle, et c'est la zone avec tous les appuis des musées. Et après, on a fait un bâtiment pas très haut et qui se met là très précis. C'est un carré très précis qui se met là. Il y a une distance, c'est une faille entre les deux, et en même temps, il y a un jardin qui s'est imprimé là
ici que vous voyez ici. Ce musée, il est très important parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire deux musées, il est aussi la finition, le point final d'une groupe qui soit 3 musées. Ça commence bien sûr par relation avec un musée qui va être construit ici, le musée d'art contemporain, qui est en grand bar, plus haut, là, ici. Et nous, on a imaginé que le musée, il n'est pas seulement le centre de ces deux musées, mais en même temps une continuation naturelle de l'espace extérieur ici. Cet extérieur, c'est bien sûr le centre de ce pôle muséal. Vous voyez comme diagramme, ce qu'on a, c'est un musée au-dessus d'un autre musée. C'est un musée, un autre musée, et l'espace entre les musées, c'est le vrai espace convivial du musée. On a imaginé que ça prolonge l'espace extérieur, ça donne une naturalité à entrer dans les musées, et en même temps, ça répond à la contrainte vraiment que les deux musées avaient. Il avait un musée de design, MUDAC, qui avait besoin vraiment de lumière naturelle dans toute sa zone d'exposition, et il avait le musée de l'Élysée, le musée de la photographie, qui ne pouvaient pas avoir la lumière naturelle sur la zone d'exposition. Alors on a dit, en bas, ce qu'on appelle besoin de lumière, on ne peut pas avoir la lumière, c'est plus pas besoin. L'autre en haut qui a toute la lumière zénitale, et l'espace entre les deux continue vraiment l'espace central de la relation entre les 3 musées. Et autour, là, il a tous les services. Pour vous expliquer, alors, au premier étage de l'espace autour du espace du carré, il y a, dans le premier étage, il y a l'administration d'un musée, l'administration de l'autre musée, qui regarde par la faille l'intérieur du musée. Et en bas, il a les espaces de continuation de ce grand foyer au niveau du terrain. C'est, d'un côté, on fait la liaison à les espaces publics, par dire, on a ce grand foyer, mais il faut avoir l'auditoire, la salle de bain, tout ça, qui sont des espaces serrés. Alors, ils sont dans la continuation, mais dans l'autre espace, parce que là, ils sont seulement, au centre, sont seulement les espaces ouverts. Haut, il y a l'appui à la cafétéria, les services qui font l'appui à ces espaces-là, qui sont dans l'autre côté aussi au rez-de-chaussée. En bas de ça, il y a tous les services de travail pour les musées et toutes les réserves des musées autour, pour dire, de l'espace du musée de l'Élysée. Bon, avec les plans, ça s'explique mieux. Je commence avec le plan niveau terre. Vous pouvez voir alors qu'il y a cette idée de prolonger le grand espace extérieur, le grand parterre de l'espace extérieur, qui fait vraiment la union entre les 3 espaces, les 3 musées. Cet espace-là, il est en vide complet. Le vide, le sol se décale un petit peu, le toit se décale un petit peu, et ça fait 3 intersections qui sont vraiment la seule structure qu'on a entre les 2 musées. Bien sûr qu'on a à chaque structure, on a les ascenseurs et les escaliers qui font la liaison. Mais ça, c'est le sol qui se décale et le toit qui se décale pour donner vraiment ces 3 points qui font la structure. Après, vous voyez que c'est un espace complètement ouvert avec la petite liaison là en haut pour les espaces d'appui public et pour les espaces de service d'appui aussi assez grand vide. Le grand vide, il est complètement transparent, pas parce qu'il est en verre, mais parce qu'il y a verre de tous les côtés. Alors, on voit toujours la lumière à travers de ce grand vide. Après, bien sûr, le programme est plus complexe, mais c'est autour de tout ça, il y a tous les services nécessaires à faire fonctionner les
des deux musées. Alors c'est ça, c'est cette grand vide qu'on va avoir, cette grande transparence, cette idée qu'on va voir pas seulement ça, mais même la lumière de l'autre côté, des espaces de ces deux grandes structures avec un escalier qui monte vers un musée, il y a un autre escalier qui fait la compression et qui descend vers le musée de l'Élysée. Et quand on descend, on arrive à ce carré, c'est nouveau un carré central, et après il y a les réserves autour, mais ce grand carré central, on arrive, et parce qu'on n'a pas de lumière, on arrive à une zone très ouverte sur un jardin privé du musée. Un petit peu comme vous avez à Berlin, dans le musée de mise en œuvre. Alors, on descend et on a ce petit jardin là pour donner l'ouverture qu'après, les autres espaces, on ne peut pas avoir la lumière naturelle. C'est un petit peu ça qu'on imagine dans l'avenir comme un jardin en continuation avec cette grande transparence à ce niveau-là. Un espace complètement ouvert à toutes les possibilités, bien sûr. Et si on monte, on arrive à un espace qui est complètement transparent avec la lumière zénithale et aussi avec toute cette idée d'avoir toutes les possibilités et toutes les possibilités d'aménagement à l'intérieur pour le MODAC. Vous voyez ici le bâtiment, ici on voit le jardin. Dans la section, on voit ici le jardin. Ici, l'espace central, vous voyez, il a une relation très claire avec les autres espaces qui vont regarder à travers de cet espace-là. Il y en a un espace avec une structure qui permet d'avoir les panneaux photovoltaïques dans le sens sud et la lumière dans le sens nord. Vous voyez ici les liaisons à un étage et à l'autre de ce niveau central. Le vide dans la façade, vous voyez ici un petit peu, ça c'est l'autre musée, et après les deux musées sont là dans le coin. Dans la maquette, la précision là très claire du carré et l'élément qui fait l'union avec la préexistence, après cette continuation et cette transparence qu'on veut amener à l'endroit en continuation de la promenade extérieure. Merci.